Radio Grand Lac, La radio de l'identité locale au cœur de votre quotidien sur le 92.1. et en DAB. Vibration culturelle à la rencontre des arts et de la culture sur Radio Grand Lac. Bienvenue à toutes et à tous à 11h01 à la seconde près à l'horloge de Radio Grand Lac. Bienvenue dans le grand bain de la vie locale en ce vendredi 13 juin ensoleillé, chaud, estival. Quel bonheur de voir encore notre merveilleux lac ce matin avec cette couleur émeraude et puis ce ciel bleu. Et puis moi, j'ai du bleu aussi à côté de moi puisque j'ai ma complice et amie Sandra qui est comme toujours vêtue de bleu. Souvent, bien souvent. Pour correspondre à l'ambiance du studio. Exactement. Bonjour à toutes et à tous. Mais écoute, j'espère que tu vas bien. Écoute, tu ça nous as fait un bon début d'émission. Oui, tout à fait. Tu nous fais rêver en tout cas. Ça fait plaisir. Je m'adapte à cette nouvelle émission Vibration culturelle. Ouais, dis donc, une bien belle émission. Une 35e émission, faut le dire. C'est la 35e dans la grille de programme. On ne s'arrête plus. Voilà. Et donc, c'est toujours, comme je le dis, un événement et toujours une joie, voilà, d'avoir une nouvelle émission qui s'inscrit dans la grille de programme du Grand Bain de la vie locale. Une nouvelle émission dédiée à la culture, dédiée aux arts. On pense bien sûr très fort à l'épicerie culturelle du territoire. Avec Anne Pia qui nous a suivis pendant des années et puis voilà, qui a décidé de passer à autre chose, mais en tout cas on l'embrasse bien fort. Et donc on voulait quand même, toi et moi et puis toute l'équipe, qu'il y ait toujours la culture présente sur les ondes de Radio Grand Lac, puisque la culture c'est essentiel, la culture c'est la vie. Donc voilà, on tenait absolument effectivement à ce qu'il y ait une émission de culture digne de ce nom. Alors, voilà. Qui est-ce qui va nous présenter cette émission ? Deux personnages c'est un binôme même. Oui, un binôme, un homme et une femme. Voilà, donc vous les avez découverts un petit peu sur nos réseaux sociaux. Oui. Voilà, donc on les a annoncés et donc on y va. Deux personnages du monde culturel de la ville d'Aix-les-Bains au lendemain du lancement de la saison culturelle de la ville d'Aix-les-Bains, avec plein de têtes d'affiche pendant les prochains mois qui vont venir fouler la scène du théâtre du Casino ou du centre des congrès d'Aix. Quelle chance on a d'être dans cette belle ville d'Aix-les-Bains sur le territoire Grand Lac. Alors deux personnalités, une plus dans le chant peut-être et l'autre plus dans le théâtre. Exactement. Mais ils sont multitâches parce que ce sont des passionnés, ce sont de belles personnes et on les voulait avec nous. Et bien évidemment qu'ils ont toute leur place dans le grand bain de la vie locale, n'est-ce pas, monsieur Guy Rosset ? Roulement de tambour parce qu'on parle de vous mais on ne vous a encore pas présenté. Donc tout d'abord, allez, moi je commence par les femmes, c'est normal. Sophie Carré, qui est présidente du festival lyrique d'Aix-les-Bains, qui pour moi a vraiment insufflé une énergie incroyable et nouvelle à ce rendez-vous musical. Donc bienvenue dans le grand bain de la vie locale, Sophie. Merci Sandra, bonjour à tous. Je suis ravie effectivement d'être avec vous aujourd'hui et puis c'est un grand bonheur et aussi un grand honneur de pouvoir partager avec les auditeurs toute la passion de la musique en particulier. Alors toi, c'est plus la musique, le chant, le lyrisme. Hein. Le lyrisme, mais aussi les spectacles pluridisciplinaires qui vont aussi présenter de la danse, du théâtre. C'est pour ça que le binôme avec Guy est absolument idéal, puisqu'il nous arrivera peut-être et certainement de présenter aussi des émissions ensemble. Oui, parce que finalement, avant d'en être la présidente en 2023, je crois que c'est ça. Oui, du festival. Du festival, exactement. Tu as d'abord commencé comme choriste, Sophie. Absolument, à l'âge de 20 ans avec Pierre Sibylle, donc ça fait quelques années. Tu vas tout nous raconter ? Il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, effectivement. Alors, elle nous racontera tout, mais avant, si tu le veux bien, on présente quand même... Exactement, Guy Rosset. Celui qui a été aussi, qui est toujours un personnage du monde culturel, mais qui a été une personnalité dans la gestion communale, dans la gestion des affaires publiques, puisqu'il a été maire de Brison-Saint-Innocent. Exactement. Vice-président de la Calbe, si mes souvenirs sont bons, avec toujours une volonté de consensus, jamais de polémique, toujours l'action concrète sur le terrain. Et donc, je disais, il était maire de Brison-Saint-Innocent et très connu dans le monde du théâtre en Savoie. Il a été aussi animateur radio, il va nous en parler. Guy Rosset qui est avec nous. Monsieur Guy Rosset. Bonjour Guy. Et bienvenue dans le grand bain de la vie locale. Eh bien, bonjour Sandra, bonjour Sophie, bonjour Jean-Pierre. Ah, voilà, je me disais, Sophie ne m'a pas dit bonjour. Est-ce que Guy va faire pareil? Non, c'est bon. Je suis pas là. Alors, j'ai compris que j'étais en binôme, c'est-à-dire un tandem avec Sophie. Alors moi, la culture, ça va. Le sport, c'est
moins, voilà. Et les années passant, je suis quand même moins doué en sport. Et surtout le tandem, je pratique pas beaucoup. Donc, dans les côtes, Sophie passera effectivement. Oui, elle passera devant. Voilà. Et moi, je resterai derrière, peut-être, voilà. Les deux pieds dans les sacoches, comme on dit. Non, je suis pas là. Tu parlais de mes. On se dit tu, hein, on est d'accord. Mais bien sûr, on se tutoie, bien sûr. Tu parlais de d'un passé de gestion communale, mais ça, je suis pas là pour ça. Non, c'est très ancien tout ça. Mais voilà. Mais on se souvient. Pendant cette période-là, j'étais aussi le nez dans la culture, toute spécialité confondue, même si tu l'as rappelé, le théâtre était quand même c'est ce que sur le dessus du panier de mes envies, de mes passions, de mes connaissances. Mais je suis aussi très sensible à la littérature et à la poésie. D'ailleurs, ça fera partie de nos émissions. Je suis aussi sensible aux voix. Alors, aux voix parlées, oui, mais aux voix chantées également. Je suis sensible à toutes les formes de musique, classique, contemporaine, la danse, Même si je n'ai plus, je le rappelais avec le tandem, mais je suis plus aussi souple pour danser, peut-être le tango, mais encore. Le slow ira très bien. Voilà. Donc, la partie culturelle, moi, c'est une vieille histoire. Le théâtre aussi, c'est une vieille histoire. Ça fait plus de 50 ans que j'ai commencé tout jeune. Grâce à Jean Nonglaton, que beaucoup d'Aixois connaissent, même si ça fait 10 ans qu'il nous a quittés. C'est un peu grâce à lui, puisque j'avais 16 ans quand il m'a fait rentrer dans l'organisation du prix Charles Dullin. Du prix Charles Dullin. Qui existait déjà à l'époque, ça existe depuis 1961. Et puis, comme j'étais en même temps au conservatoire d'art dramatique d'Aix-les-Bains, avant de passer à Suite Chambéry, tout ça a fait que la passion, ça s'est catalysé, ça s'est regroupé, Et puis quand on est piqué un petit peu à tout ça, Jean m'a emmené très jeune aussi au Festival d'Avignon. Oui. Et puis là aussi, quand on prend effectivement une piqûre, donc, on est vite en overdose de culturel et surtout théâtral. Et puis après, j'ai fait les cours Simon pendant 3 ans, et puis j'ai animé des ateliers, et puis j'ai joué. J'ai joué avec des amateurs, avec des professionnels, et puis voilà. Et la vie passant, maintenant je suis plutôt dans la mise en scène et l'organisation. Mais j'aurai l'occasion de oui, on aura l'occasion de parler de tout ça. Je ne vais pas monopoliser. Non, mais bien sûr. Quand on me donne le micro. Juste une chose. Donc, c'est passionnant en tout cas. Tu as parlé de Jean Nonglaton. Il y a beaucoup d'Aixois qui l'ont connu. Et voilà, Jean me fait partie. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, est-ce que tu peux nous situer le personnage? Le personnage avec un grand P. Jean, c'est un puits. Un puits sans fond, parce que j'ai jamais pu le prendre à défaut de ne pas répondre à une question sur toutes les formes d'art et de culture. Toutes. Oui. Musique, peinture, sculpture, cinéma. C'était un homme exceptionnel. De cinéma, de théâtre, de correspondant de presse, littérature, Il a fait des chroniques culturelles pendant très longtemps. Je le rappelais en aparté avant que l'émission commence à Sophie, puisqu'on on commençait à regarder ce qu'on pourrait faire sur la fin de l'année. Jean a fait effectivement, a écrit pendant plus de 50 ans des contes de Noël et du jour de l'an d'ailleurs, on faisait les deux, qui publiaient dans le Dauphiné, souvent le week-end d'avant Noël, voire même des fois le jour de Noël, c'était publié le 25 décembre, et puis il faisait toujours appel à des nouveaux talents en peinture, en graphisme pour illustrer. Et j'ai gardé tout ça, et je pense que Jean Nonglaton, c'était aussi ça. Mais c'est quelqu'un à qui toutes les personnes qui ont aujourd'hui un peu plus de 50, j'ose pas dire un peu plus de 60, et qui s'intéressent à la culture locale, c'est grâce aussi à Jean. Il a mis beaucoup, il a penché beaucoup d'entre nous sur les fonds baptismaux de la culture. Bien sûr. Énormément. Et puis quand il faisait des chroniques et qu'il expliquait un petit peu les opérettes, ou une pièce de théâtre, ou un livre qui venait de sortir, c'était étayé, c'était de la vraie chronique culturelle. C'était pas. Tu as connu Alors j'ai bien connu Jean, effectivement, qui était un fidèle du Festival lyrique, bien sûr, et qui a vraiment tout au long de sa carrière mis en valeur l'événement et effectivement, comme le dit Guy, vraiment apporté un plus en fait en matière d'ouverture, d'explication des auteurs, de la musique, etc. Je crois que partout où il passait, il apportait un plus.
Oui, parce qu'il avait cette bonhomie, ce calme. Oui, tout à fait. Mais toujours avec la volonté de dire ce que je sais, il faut que je connu Sandra. Non, pas du tout. Donc c'est pour ça que j'écoute avec attention. Et d'ailleurs, on a fait de la radio avec Jean. Oui. Quand c'était encore pas Radio Grand Lac, c'était Radio Aix-les-Bains, au tout début des radios locales. Ah, c'était du temps des radios libres dans les années 80. Il y avait déjà Sandra. Oui, tout à fait. Je faisais des disques à la demande, mais c'était dans le théâtre de Verdure. Alors j'ai connu au centre des congrès, mais bien sûr, tout à fait. J'ai connu au théâtre de Verdure dans l'aile gauche. Voilà, c'était le samedi matin. Exactement. Ça s'appelait Exergue, parce qu'on mettait en exergue beaucoup. On a reçu des artistes, on a un petit peu comme on va sans doute faire. Bien sûr. Sophie et moi. Le nombre d'Aixois qui sont passés dans cette radio culturelle. Et donc voilà, on a fait ça pendant quelques années, le samedi matin, et ça devait être à 10h, et il fallait être à l'heure, parce que sinon il y avait tout un tas d'Aixoises qui voulaient aller au marché, et il fallait pas être en retard parce qu'elles voulaient écouter l'émission avant d'aller au marché. Oui, c'est une anecdote, mais j'en aurais des tonnes à raconter. De beaux souvenirs sur Jean Nonglaton. Et puis avant qu'on passe peut-être à Sophie aussi, tu as cité le prix Charles Dullin. Oui. Charles Dullin, très peu connu en Savoie, alors que c'est un des personnages qui a fait la Savoie, qui a fait connaître la Savoie à Paris et à travers la France, un homme de théâtre. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur Charles Dullin, qui était de Yenne? Oh, un petit mot, c'est difficile. Oui. Charles Dullin, oui, il est né au hameau du Châtelard. Alors pas Châtelard-en-Bauge, un hameau du Châtelard près de Yenne. Voilà, une famille de 18 enfants. Enfin, voilà, c'était le dernier. Physiquement, il était plutôt chétif, maladif. Mais sa réussite dans le monde du théâtre, il a commencé à Lyon, puis ensuite c'est surtout à Paris, où il est allé au Lapin Agile, à Montmartre, déclamer des fables de La Fontaine ou des poèmes, et puis certains l'ont remarqué, et après voilà, c'était Jacques Copeau, il a travaillé avec tous ces gens-là jusqu'à fonder le théâtre de l'Atelier, qui aujourd'hui s'appelle le théâtre Charles Dullin. Le théâtre de l'Atelier qui est place Charles Dullin, pardon. Avant c'était place d'Ancourt. Ce beau petit théâtre qui était un théâtre-école de formation où les plus grands acteurs et comédiens et comédiennes du théâtre français se sont formés et ont appris leur métier. C'est un metteur en scène. Il était à la fois il a fait aussi du cinéma, mais il n'aimait pas le cinéma. Il faisait du cinéma pour remplir les caisses du théâtre, parce que le théâtre, effectivement, à l'époque, ne rapportait pas beaucoup. Donc, il faisait un peu de cinéma, mais il n'aimait pas trop. Voilà. Mise en scène, c'était un grand comédien. Et puis aussi, c'était un professeur extraordinaire. Alors, avoir les trois qualités, c'est pas évident. Oui. Voilà. Mais il savait aussi transmettre, il savait aussi enseigner, voilà. Et il a écrit un livre qui fait encore référence dans la formation du comédien. Mais évidemment, il est mort en 1949. Et voilà, les années passant. Mais il y a toujours une école Charles Dullin qui est plutôt d'ailleurs sur la mise en scène maintenant, un peu moins sur la formation. Merci Guy Rosset et Sophie Carril, nos nouveaux animateurs qui ont rejoint notre belle équipe, Sandra. Exactement, qui s'enrichit de plus en plus. Voilà, tout à fait. On est ravis de les accueillir. C'était déjà passionnant ce début d'émission. On va faire une petite pause musicale, Jean-Pierre, je te propose. Et Jean-Pierre, c'est qui est en colère là. Mais non, pas du tout. D'accord, ok. Normalement, quand elle m'appelle Jean-Pierre, c'est qu'elle est en colère. Voilà, pas du tout. Voilà, allez, on va se faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite dans cette bien belle émission Vibration culturelle. Avec plaisir, à tout de suite. Nous, c'est le grand bain de la vie locale. Le son de votre quotidien. La voix de votre territoire. Radio Grand Lac. Ensemble, sur le 92.1 et en DAB. Vibration culturelle, à la rencontre des arts et de la culture sur Radio Grand Lac. Elle est bien cette petite musique au début, on dirait un peu un début de tarentelle. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de votre jingle, Guy et Sophie? Elle est très 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 jolie et très sympa. Hein. Très sympa. Vraiment. Et il donne envie d'écouter, de vous découvrir l'émission. Une tarentelle au début. Ah bon? Repasse-le, tiens. Ah bon, tu veux que je te le reprogramme. Vous allez voir, il y a un début de tarentelle et comme Sandra aime bien la tarentelle, je la soupçonne d'avoir influé sur culturelle, à la rencontre des arts et de la culture sur Radio Grand Lac. Ah, il y a un début de tarentelle. Écoute, si tu le dis, moi je l'entends pas trop. En tout cas, on va vibrer en culture avec Sophie Carré
et Guy Rosset à partir de maintenant. C'est l'émission 0, donc on parle un petit peu entre nous. On va vous présenter dans vos parcours culturels respectifs le petit lien qui existe entre vous depuis, en tout bien tout honneur, hein, depuis déjà des années. Puis ensuite, on vous retrouvera donc 2 vendredis par mois, à tour de rôle, peut-être ensemble, suivant les thèmes des émissions, suivant les calendriers de chacun, puisque Sophie est encore très très prise professionnellement. Et puis avec l'organisation du festival lyrique, c'est au mois de juillet, là. Quelle date c'est, Sophie, les dates pour les auditeurs? Les dates du festival, c'est du 14 au 20 juillet. Exactement. Mais la semaine qui précède, nous proposons aux auditeurs de venir découvrir le théâtre du Casino Grand Cercle par ses coulisses. Ah oui. Avec des visites en mode, on va dire, musée Grévin animé. Alors, je ne veux pas dévoiler tout ce qu'on peut découvrir, mais en tout cas, c'est une visite absolument insolite avec les guides conférenciers vides d'art et d'histoire. Et il est possible de s'inscrire à l'Office du tourisme à la billetterie pour pouvoir bénéficier de ces visites. Alors, les dates exactes, c'est le 9 juillet à 18h. C'est un mercredi. Absolument, et à 19h également, et le 12 juillet à 18h et à 19h également. Donc 4 visites proposées au grand public pour venir découvrir les coulisses du théâtre. Du très beau théâtre d'Aix-les-Bains. On a la chance d'avoir un si beau théâtre dans notre ville. Absolument. Exactement. Sophie Carré. 36e, j'allais dire, c'est quand même pas moins quand même du 36e festival lyrique à Aix-les-Bains. C'est une institution. Absolument. Et il y a un parrain assez exceptionnel aussi cette année. Sophie, si tu veux nous en dire un petit mot. Bien sûr, notre parrain cette année, ce sera Laurent de Funès. Alors c'est le petit-fils de Louis. Voilà. Donc beaucoup d'auditeurs connaissent ce grand. En plus. Absolument. Oui, physiquement. Il a un peu plus de cheveux. Ah, d'accord. C'est pas trop difficile. Il nous fait le grand honneur donc de parrainer cette 36e édition en venant faire un spectacle où il explique avec beaucoup d'émotion, d'humour et aussi avec quelques petites imitations de son grand-père. Magnifique. Comme il est quand même un petit peu compliqué d'être le petit-fils dans ce métier. Voilà. Surtout Louis de Funès qui a marqué absolument tout le monde. Et qui marque encore. Ah oui, absolument. Tout à fait. Et il viendra également participer à la Groute Fleurie, puisqu'il a un rôle dans l'opérette. Opérette avec Georges Guettari, Bourvil et Annie Cordy. Absolument. C'est eux qui ont fait la création. Fleurie qui conduit vers le bonheur. Absolument. Et on a la possibilité aussi de visionner le film, puisqu'en fait, ça a été filmé à l'époque. Donc, voilà. Et dans cette opérette, Bourvil joue très bien de l'accordéon. Absolument. Ah ouais, tout à fait. Alors, peut-être faisons un petit bond en arrière. Comment Sophie est arrivée avec cette passion du lyrisme, de la culture, du chant, de l'opérette? Alors, je suis tombée dedans quand j'étais petite, comme Obélix. Oui, dans la marmite. Dans la marmite, tout à fait. Donc, j'ai grandi dans une famille de musiciens et de mélomanes. À Aix-les-Bains ? Alors, dans l'un. Où ça, dans l'un ou dans l'autre, c'est pas... Dans la Michaille, au-dessus de Bellegarde-sur-Valserine. Voilà. Châtillon-Michaille. Châtillon-Michaille, tout à fait. Okay. C'est d'ailleurs là que je suis née. D'accord. Et donc dans la famille on faisait de la musique, donc j'ai une grande sœur qui est flûtiste, qui a été pendant de très nombreuses années professeure et directrice adjointe aussi à un moment du conservatoire à Aix-les-Bains, qui a créé aussi un petit festival baroque dans les églises de la Michaille justement. Et toute mon enfance, moi, j'étais à l'entrée, je distribuais les programmes, je jouais aussi, j'ai fait des animations musicales avec ma sœur, je jouais de la flûte à bec alto, du clavecin, du piano. Très bien. Voilà. Et puis un jour, j'ai rencontré une soprano qui se produisait dans les concerts de ma sœur et je me suis dit, je veux chanter. Oui. Et voilà, et très vite, en fait, je me suis mise à chanter. Alors d'abord de la variété, avec quelqu'un qui est connu aussi localement, qui s'appelle Thierry Cazenave. Bien sûr, bien sûr. Très bien, tout à fait. Couleur Café et tant d'autres. Voilà, et donc on a animé des thés dansants, des balles, avec un groupe qui s'appelait Les Copains d'abord. Les Copains d'abord, avec mon ami Jean-Claude, j'y pense très fort. Absolument, donc j'ai... Je savais pas ça. Le monde est petit, hein. Que tu avais chanté avec Les Copains d'abord. Absolument. Avec Joël à l'accordéon, Jean-Claude à la batterie. Bien sûr.
bien sûr, Joël d'ailleurs avec qui j'ai gardé contact, Thierry Cazenave, etc. Oui, c'est une belle aventure. La grande époque des copains d'abord. Hein. Absolument, on faisait des soirées le samedi, on faisait des balles le samedi et des thés dansants le dimanche. Tout à fait. Je venais à l'époque, je travaillais à Oyonnax et je faisais le déplacement et je venais dormir à Aix-les-Bains. Alors ça, je l'apprends, ça que tu veux travailler avec mon Jean-Claude. Absolument. D'accord, très bien. Et donc et puis ensuite plus le lyrisme. Alors après tu es parti vers le chant, le bel canto. Absolument. D'abord, tout simplement avec l'opérette. Donc j'avais questionné ma sœur. Je dis j'aimerais bien continuer à chanter, élargir un peu mon répertoire. Et puis ma sœur me dit va faire un petit tour au festival de l'opérette. Et comme tous les jeunes de 20 ans, j'ai répondu. Ça va pas, ce truc de vieux, je veux pas y aller. Voilà. L'opérette qui est quand même l'ancêtre des comédies musicales de maintenant. Hein. Et si je dis ça, c'est parce que c'est vrai que l'opérette a parfois ce petit côté désuet, suranné, Mariano, etc. Tino Rossi, Georges Guettari, voilà. Absolument. Tout ça. Et on en oublie toute la richesse de ce répertoire. Donc, évidemment, dès que j'ai commencé, je suis tombée en admiration devant la richesse de ce répertoire qui est à la fois varié, extrêmement riche, vivant. Et c'était en quelle année ça, Sophie? Alors en quelle année? Mon Dieu, j'avais 20 ans, alors c'était en quelle année? C'était hier. C'était hier. Voilà. C'était hier. Voilà, on va dire que le festival a 36 ans, je pense que j'ai dû arriver à la 34e édition. Voilà, donc tous les auditeurs sont en train de faire les comptes. Voilà, calculez bien, hein, je ne vous dirai pas mon âge. Et ce qui est très, très, très amusant et surtout qui fait un peu le point commun entre Guy et moi, c'est justement la genèse du festival. Et là, je me permets de redonner la parole à Guy pour qu'il nous explique un petit peu. Fais comme chez toi, Sophie, bien sûr. Bien sûr. Ça y est, ils sont lancés. Très bien, impeccable. Le trait d'union, c'est très intéressant et c'est important, je pense. Guy. Bon, si j'ai bien compris, après le tandem, le rugby, elle vient de me faire une passe sur 3/4. Mais pas d'en avant. Oui, c'est très ancien, effectivement, puisque on n'était encore pas au premier numéro du festival lyrique. C'est l'association Amélie Gex, que je préside toujours. Bien sûr, Amélie Gex, en Savoie. Et aussi grâce à Jean Monglaton, on parlait de lui à l'instant. C'était avec l'Auberge du Cheval Blanc. C'était déjà avec Pierre Sibylle et c'était les prémices. Il fallait bien montrer au public aixois, il fallait montrer aussi aux autorités municipales et autres qu'il y avait une place pour faire un spectacle lyrique et une opérette. Une opérette. Alors, autant commencer par une qui est quand même assez connue. On peut pas dire que l'Auberge du Cheval Blanc n'est pas une opérette connue. Et on avait fait ça, on avait porté cette affaire-là avec des discours un peu enflammés, avec un peu la passion de la jeunesse, même chez les plus anciens, un peu de folie. Et on s'était dit on était là tous les deux. Et on s'est dit si ça doit marcher, si on sent que ça accroche et qu'il y a du succès, eh bien à ce moment-là, ça peut ouvrir la porte à d'autres choses. Et on savait pas encore. Je pense que vous saviez pas que ce serait le festival lyrique. Et puis c'est vrai que l'Auberge du Cheval Blanc était un grand succès, mais il n'était porté que par une petite association sensible à la culture locale, qui est l'association Amélie Gex, mais du coup on regrette pas, voilà. Et maintenant, ils nous ont même presque dépassés parce qu'ils sont à la 36e édition, alors que nous, l'année prochaine, mais c'est une biennale, alors. Une biennale. Nous sommes à la 35e biennale. Donc, donc si on multiplie par 2. Pour bien dire, donc le festival lyrique, c'est le successeur du festival de l'opérette d'Aix-les-Bains. Créé par Pierre Sibylle, donc effectivement, ça fait une bonne transition pour parler de Pierre, puisque quand j'ai commencé l'opérette, c'est Pierre qui m'a tout appris, qui m'a tout enseigné, et c'était vraiment quelqu'un qui était comme Jean Monglaton, une personne qui était dans la transmission, dans le rayonnement, et qui était extrêmement bienveillant et qui nous a laissé un souvenir vraiment
très positif. On a pu inaugurer justement une loge à son nom l'année dernière et au théâtre d'Aix. Et à chaque programmation avec Estelle Danvers qui a aussi beaucoup travaillé avec qui est la directrice artistique, c'est ça. Qui est la directrice artistique du festival. Nous sommes guidés par l'esprit de Pierre dans toutes les actions que nous mettons en place, vraiment. C'est important d'avoir vu de tels personnages, d'avoir échangé avec eux, puis d'avoir appris. Alors que ce soit les Nonglatons, les Sybille et puis tant d'autres. Absolument, et je suis aussi très très honorée, très touchée que mes 2 enfants aient pu également faire de la figuration, puis de l'opérette avec Pierre, parce que c'est la boucle était bouclée, et c'est vraiment là on était vraiment dans la transmission, et aujourd'hui mes 2 enfants sont engagés aussi, je crois. Ils sont musiciens, et notamment Antoine qui est à Paris dans une école de comédie musicale, et je pense que Pierre Sybille a joué son rôle. Ce qui est intéressant aussi de donner comme information aux auditeurs qui sont là branchés aujourd'hui sur le 92.1 et en DAB. Donc on est passé du festival de l'opérette au festival lyrique. Pourquoi avoir changé le nom et puis le positionnement finalement, Sophie ? Alors, il y a eu bien malheureusement le décès de Pierre Sybille, donc dans les années Covid, avec une période de flottement aussi qui a connu l'ensemble du spectacle. Et puis une réflexion avec l'arrivée d'Estelle Danvers à la direction artistique, qui a été déjà depuis de nombreuses années chorégraphe au festival. Qui a amorcé un tournant. Et qui a amorcé ce tournant, tout en gardant toutes les valeurs mises en place par Pierre Sybille, mais qui a souhaité, et moi également, on va dire un peu dépoussiérer ce répertoire qui est souvent, on ne sait pas pourquoi, un peu mal jugé, pour le faire redécouvrir à un public, élargir les publics, le rajeunir également, et puis faire découvrir en fait ce répertoire qui peut être chanson, qui peut être comédie musicale, qui peut théâtre, et en fait le dénominateur commun, c'est la bonne humeur, l'émotion, le sourire. Et quand on ressort d'un spectacle, on voit les sourires sur les visages, et on se dit mission accomplie. Je crois que la musique classique n'est pas un musée poussiéreux, justement. Absolument. Et je crois qu'il n'y a pas d'opérette triste. Alors il y en a quand même quelques-unes plus anciennes. On a le Pays du Sourire notamment, qui ressemble un peu à Madame Butterfly. Donc là on a une fin tragique. En règle générale, on est plutôt sur des fins happy end. Oui. Sandra. Écoute, passionnant cette émission. Je crois qu'on va passer la parole à Guy qui lève la main. Notre Guy est un très bon élève. Non, Sophie disait des choses importantes sur la jeunesse du festival, aussi peut-être sur la difficulté à faire comprendre que c'est pas un art dépassé, mineur. C'est un art difficile. Moi, je me souviens, quand j'étais au cours Simon, il y avait un certain nombre d'élèves qui allaient parfaire leur formation à l'opéra comique. Et donc, moi, je n'y suis pas allé. Je regrette, peut-être que j'ai travaillé un peu le chant après, en individuel. Peut-être qu'on aurait pu chanter tous les deux. C'est pas trop tard. Oui, c'est pas trop tard. Peut-être qu'on le fera. Surtout que Sophie chante très bien. On fera ça, on fera des chants de Noël tous les deux à la fin de l'année. Absolument. Mais l'opérette a ça d'important et de difficile, c'est que ça repose sur 4 arts différents, et qui se retrouvent à ce moment-là sur scène, qui est la musique, qui est le chant, qui est le théâtre et qui est la danse. Oui, tout à fait. Et il est important que ces 4 éléments soient coordonnés et soient d'égale qualité. Parce que au festival lyrique, c'est comme au festival de théâtre Biennale Charles Dullin, on essaye toujours d'être mieux, de s'améliorer, de le faire avec passion. Il faut pas qu'il y ait quelque chose, c'est pas juste comme ça, on se fait plaisir, et on monte sur scène, et on est une bande de copains, et on rigole. Et pour arriver à ce que ces 4 arts qui sont dans l'opérette soient d'égale qualité et bien coordonnés, ça nécessite à un moment donné d'aller au-delà d'un simple festival lyrique où on fait venir des spectacles, Je dis pas que ça demande un professionnalisme, parce que sinon, mes propos risquent d'être mal compris, mais en tout cas, dans le souci de la perfection, et moi, souvent, l'opérette, autant le lyrique, l'opéra, ça allait, mais l'opérette, j'étais un petit peu réticent, parce que
moi qui est un passionné de théâtre, on en parlait souvent, Sophie, c'est que la musique ça allait, la danse ça allait, le chant ça allait, même les chœurs. Mais la partie parlée, la partie était souvent pas à la hauteur du reste. Des trois et cohérente, ouais. Et je pense qu'à un moment donné, c'est ce qui fait qu'on passe festival lyrique, je suppose, c'est que il y a la recherche de dire on fait un spectacle qui est un spectacle complet, avec des artistes qui ont des spécialités différentes. Alors, c'est sûr que les comédies musicales à l'américaine, les acteurs ou les comédiens sont initialement formés à tout. C'est ça. À tout. Chez les anglo-saxons, c'est ça. En France, on est surtout musicien, on est surtout chanteur, on est surtout comédien, on est surtout danseur. D'accord. Et c'est difficile. C'est difficile d'être tout à la fois. Je dis que c'est un art vraiment à part entière parce que c'est un art qui est vraiment très compliqué. Voilà. Merci en tout cas pour ça te va, propos. Sophie. Absolument. J'ai pas dit de bêtises. Non, vraiment, c'est la particularité. Il y a cette exigence, notamment pour les solistes, d'avoir effectivement un petit peu toutes les casquettes et de savoir les porter avec la même élégance et le même professionnalisme. Alors, sur scène. Merci Sophie. Avant qu'on passe à la deuxième pause musicale, redis-nous un peu les dates du prochain festival lyrique et quel est le thème un petit peu. Redonne-nous les grands rendez-vous. Alors, on a parlé des visites insolites du théâtre. Ensuite, on aura donc une programmation le lundi 14 juillet à 18h. Cherche piano à queue pour jouer La Truite de Schubert. Alors, c'est un spectacle qui a été créé, imaginé et qui est interprété par Jean-François Vinciguerra. Qu'on avait vu l'année dernière déjà sur scène. Absolument, il était également le metteur en scène de notre pièce l'année dernière et nous aurons le plaisir de l'accueillir dans une prochaine émission avec Estelle Danvers. D'accord. Il nous racontera un petit peu ce qu'est ce spectacle. En tout cas, c'est un spectacle un petit peu déjanté qui reprend, qui est truffé d'anecdotes et de sketchs, notamment de Pierre Dac. Et voilà. C'est des jeux de mots. Voilà, un récital frappadingue, donc ça vous annonce un petit peu... Ça sera la première date, Sophie, la première, à 18h au théâtre du Casino. Donc dans la matinée, Jean-François interprétera la Marseillaise lors des cérémonies officielles du 14 juillet, place de la Mairie. Donc venez nombreux à ces festivités. Le mercredi 16 juillet, Passage en revue, c'est un spectacle qui est présenté par Estelle Danière, à ne pas confondre avec Estelle Danvers. Estelle qui est une habituée du festival, une artiste, comme le décrivait Guy tout à l'heure, complète, absolument complète. Elle sait tout faire. Chanter, danser, être poétique, avoir de l'humour. Beaucoup de charme et d'élégance. Absolument. Et elle nous raconte ses débuts dans le music-hall à Paris avec... un tas d'anecdotes aussi drôles que chargées d'émotions. Donc, c'est une artiste à la fois complète, mais extrêmement généreuse, rayonnante et vraiment que du bonheur. Vraiment, oui, tout à fait. Que du bonheur. Ensuite, c'est notre parrain qui, le vendredi 18 juillet à 18h, viendra nous parler de lui, de sa famille, de son grand-père, dans un spectacle qu'il a intitulé Funès, deux Funès. Un one-man show. Un one-man show, tout à fait. Et donc là, nous allons tout savoir sur la relation entre le petit-fils et son grand-père. Et puis les dates avec l'opérette du festival, qui est cette année La Route Fleurie. Les samedis 19 juillet à 19h30 et dimanche 20 juillet à 15h, donc 2 représentations pour venir découvrir donc une œuvre qui a été créée, comme on l'a dit tout à l'heure. Jean-Juliette Bourvil et Annie Cordy. Absolument, et qui sera mis en scène par David Eguren, un metteur en scène qui a souhaité donner une couleur un peu bande dessinée à cette œuvre, en la revisitant en mode jazzy, comédie musicale. Donc ça va être vraiment très entraînant, très plein de peps et d'énergie. Et actuellement, David est en production au Théâtre Mogador, dans la comédie musicale Le Roi Lion.
D'accord, super. Donc ce n'est pas n'importe qui va être à Aix-les-Bains au mois de juillet. Non, une palette d'artistes absolument incroyable et une direction musicale assurée par le maestro Didier Benetti qui vient pour la 2e année et qui sera très prochainement dans les Chorégies d'Orange à l'émission Musique en fête. Mais Isabelle, c'est un travail de toute une année, ça, d'une année sur l'autre. C'est Sophie, elle. Sophie. C'est Sophie. Alors effectivement, j'ai envie de dire. Tu es toute excusée. Ça me ouf. C'est un travail, en fait, on a en gros un mois de pause en août. Oui, c'est ça. On repart en septembre. Ce d'autant qu'on a vraiment la volonté à la fois de rayonner sur l'extérieur, de porter Aix-les-Bains à l'extérieur de la ville, mais également de construire localement avec les acteurs locaux des choses très intéressantes et très professionnelles. Donc il faut savoir que le cœur du festival est un cœur amateur et que c'est la seule entité du festival qui soit amateur. Donc ça veut dire aussi un niveau d'exigence pour être à la hauteur de tous ces grands professionnels. Exactement ce que disait Guy tout à l'heure. Exactement, qui font des carrières nationales voire internationales et qui viennent effectivement offrir leur talent à Aix-les-Bains. Il est déjà 11h39, on va faire la deuxième pause musicale pour ensuite on va parler de théâtre, un peu plus de théâtre avec Guy. Merci en tout cas Sophie pour toute cette présentation. Avec grand plaisir. Merci pour ta présence à nos côtés, tu restes avec nous parce que tu vas encore parler avec Guy. T'as mis quoi comme deuxième pause musicale? C'est le Jazzler qu'a choisi, donc ça sera surprise, on se retrouve dans quelques instants. D'accord, tu veux pas le dire Non, j'ai pas envie, aujourd'hui. Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Vibration culturelle à la rencontre des arts et de la culture sur Radio Grand Lac. C'est vraiment un début de tarentelle. Bref, Vibration culturelle, c'est déjà la 3e partie pour ce numéro 0. La nouvelle émission culturelle dédiée à la culture et aux arts de Radio Grand Lac avec 2 personnalités de notre ville et de notre territoire, Sophie Carré et Guy Rosset, qui nous font le plaisir et qui nous font aussi l'honneur, il faut bien le dire, de rejoindre cette belle famille de Radio Grand Lac. Alors, pour cette dernière partie, à 11h45, on va peut-être plus laisser la parole à Guy Rosset, très connu sur notre territoire, comme on l'a dit, qui va nous présenter un peu ses activités dans le monde du théâtre. On en a déjà parlé au début. Il est tombé aussi jeune grâce à un certain Jean Nonglaton. Et maintenant, donc, il préside le festival de théâtre d'Aix-les-Bains, dont la première édition a eu lieu l'année dernière. Il préside l'association Amélie Jacques en Savoie, si mes souvenirs sont bons. Et puis il a plein de casquettes dans le monde du théâtre. Alors Guy, dis-nous tout un petit peu sur ton parcours dans le monde du théâtre et sur ton actualité dans ce beau monde. Alors, je crois que je l'ai rappelé en préambule de cette émission. J'ai fait le conservatoire d'Aix-les-Bains, de Chambéry. Donc, en gros, j'ai à peu près fait 6 ans, à peu près 5-6 ans de conservatoire. J'ai fait 3 ans de cours Simon à Paris. Et puis après, je suis revenu sur Annecy. Voilà, j'ai animé un atelier avec des jeunes un peu en difficulté autour du théâtre. Voilà. Et puis après, je suis revenu sur Aix-les-Bains-Chambéry. Aix étant ma ville natale. Bien sûr. Moi, je suis pas de Michaille. C'est pas Aix-en-Michaille, mais c'est Aix-les-Bains. Et là, eh bien, c'était le 1985, le centenaire de Charles Dulin. Et on a monté le Cocu magnifique de Fernand Crumlin, qui est une comédie assez extraordinaire, dans lequel j'avais le rôle principal, tout en étant le trésorier des manifestations du centenaire Charles Dulin. Donc c'était quand même beaucoup, et j'étais encore jeune. Même si la première pièce que j'ai jouée, c'était au Théâtre de Verdure ici. D'accord. Voilà. Je jouais le rôle d'un évêque, comme quoi des fois, on poursuit pas forcément sa vocation première. Mais j'ai joué le rôle d'un évêque dans Le Testament du chien, du Brésilien Ariano Suassuna. Voilà, je me rappelle bien, mise en scène par Bernadette Beltran. Et puis après, voilà, j'ai joué pas mal de choses. Maintenant, je suis plutôt tourné vers la mise en scène, vers la mise en scène, et l'organisation de la Biennale Charles Dulin. Et Biennale parce que tous les 2 ans, c'est déjà beaucoup.
J'imagine la difficulté pour nos amis du festival lyrique à organiser ça tous les ans. C'est-à-dire que c'est tous les 2 ans. Hein. Oui, c'est énorme. C'est énorme. En plus, il y a des sélections parce que ce festival s'inscrit dans la Biennale Charles Dulin qui accueille soit le Masque d'Or, soit le prix Charles Dulin, qui est compagnie de théâtre amateur en France, ce que le Molière est au théâtre professionnel. Tout à fait. Donc, c'est la plus haute récompense. Voilà. Donc, il y a pour une sélection. Théâtre amateur. Voilà. Le théâtre amateur en France, on travaille avec la Fédération nationale des compagnies de théâtre, c'est quand même 1600, un peu plus de 1600 compagnies affiliées. Il y en a plein d'autres, mais affiliées à la fédération, pour 20 000 comédiens. C'est énorme, avec des festivals nationaux. Il y en a un, il y a pas longtemps, à Châtillon-sur-Chalaronne, théâtre contemporain, il est assez proche. Il en est à sa 39e édition. Il y a le festival très connu, ensuite Paris, puis il y a celui de le nôtre, bien entendu, Aix-les-Bains, même si c'est tous les 2 ans, et puis celui de Narbonne. D'accord. Voilà. Et il y a plein d'autres festivals en France, mais ça, c'est les 4 nationaux. Il y a une seule manifestation qui est un concours de troupes sélectionnées par un jury de metteurs en scène ou d'acteurs professionnels au niveau national, c'est le Masque d'Or ou le prix Charles Dulin. Donc là, on a vraiment la crème du théâtre amateur en France. Voilà. Et puis autour, effectivement, il y a des compagnies locales, souvent de Savoie ou de Savoie, peut-être de l'Ain-l'Isère, pour qu'elles soient assez proches quand même, et qui encadrent cette manifestation. Voilà un petit peu, mais je m'ennuie pas. Et donc, à un moment donné, des originaux qui s'occupent de Radio Grand Lac m'ont fait signe, et on fait signe à Sophie et à moi, voilà, en même temps. Je ne les connais pas, ces originaux. Donc, très sympathique. Hein. Voilà. Alors moi, ça m'embêtait parce que j'aime pas du tout parler. Et donc, j'ai dit faire de la radio, mais 40 ans après, refaire un peu de radio, et ça nous fait plaisir. Alors, je pense que tout le monde a compris que ce binôme ou ce tandem avec Sophie Carré, j'en profite pour dire bien sûr que je n'ai jamais encore chanté avec Sophie. Peut-être que ça viendra, mais j'ai joué avec sa sœur, qui est aussi une musicienne. Oui, tout à fait. Et on parlait de Florent Robert, d'Éric Cazenave, Couleur Café. La maman de Florent Robert est une harpiste, et la sœur de Sophie Carré, flûtiste. Et on a fait 2 spectacles étonnants. On avait fait Rendez-vous au Salon littéraire. J'étais comédien avec Julien Ménissi, que les Chambériens connaissent bien, qui est un excellent comédien aussi, et on a monté tout un spectacle écrit avec des dialogues entre Lamartine et son ami Louis de Vignet, qui a un château près de la Motte-Servolex, et puis le duo Circé, Laurence Carré et Claude Simon, assurer la partie musicale, et voilà. Et ça se passait avec le décor, on était vraiment dans un salon littéraire du 19e. Et puis, l'année ou 2 ans après, on a fait la première d'ailleurs au prieuré du Bourget-du-Lac. On avait monté, alors là j'étais tout seul comme comédien, mais avec le dos de Circé, les Fêtes galantes. C'était plutôt un spectacle poésie-musique autour de Verlaine. Voilà. D'accord, donc une riche carrière déjà. Et Florence, quand elle était au conservatoire, ta sœur Sophie, avait organisé les heures musicales. Avec Jean Monglaton, on a monté des spectacles poésie, musique ou texte, musique. Un truc fou, je pense même à Cocteau. Oui. On avait monté un spectacle sur Cocteau, on avait appelé ça un mensonge qui dit toujours la vérité. Et Florence avait réuni autour d'elle des musiciens, le groupe pour jouer des musiques du groupe des 6. Alors là, il faut déjà être un musicien bien sûr. très très attiré par la musique pour avaler entre guillemets la musique du groupe des 6. Tout à fait. Donc c'est parti Cocteau qui n'était pas musicien du tout d'ailleurs. Oui, mais Poulenc en faisait partie, et du coup... C'est pour vous dire à quel point on a essayé d'amener la culture... Donc vous aviez toute votre place en binôme ici. Alors, Sophie donc s'occupera bien plutôt... On va se rejoindre sur certaines choses. On a vu qu'avec les opérettes, on peut se rejoindre, on représente tous les arts qui composent les opérettes. Mais Sophie sera plutôt sur tout ce qui est musique, chant, lyrique au sens large du terme. Voilà.
Voilà, et tout ce qui tourne autour de la musique, du chant et du lyrique. Moi, je serais plutôt sur le théâtre, la poésie et la littérature. D'accord. Alors, au niveau poésie, peut-être un petit mot, cette association Amélie Gex en Savoie. Présente-la-nous un petit peu. Alors, Amélie Gex, c'est une femme du 19e, puisqu'elle est née en 1835 à la Chapelle Blanche dans le canton de La Rochette. Bien sûr, là. Et elle est décédée en 1883 à Chambéry. Elle est décédée très jeune, à 48 ans. Mais elle a commencé à écrire qu'à l'âge de 37 ans. Elle aidait son père qui était médecin de campagne. Elle s'occupait déjà beaucoup des pauvres. Elle travaillait aussi la vigne. Et puis, à un moment donné, elle s'est mise à écrire en patois. Oui. Du coin. Du coin, oui. Et en français. Des nouvelles, des poésies. Et un français qu'on peut lire aujourd'hui, rien n'a changé, c'est la perfection. Alors, évidemment, le patois savoyard, elle a beaucoup correspondu avec Frédéric Mistral, ou avec Xavier de Ricard et Auguste Fourès, qui sont des félibres, c'est-à-dire les félibres, c'était ceux qui travaillaient pour la renaissance des dialectes régionaux, essayer d'en faire une langue. Ce que les Provençaux ont réussi à faire. Oui, exactement. Ce que les Bretons ont pu faire, voilà. Et elle voulait... alors non pas, elle n'était pas savoisienne, comme on dirait aujourd'hui, mais elle voulait réunir, elle se renseignait auprès de ceux qui avaient réussi justement en Provence ou dans le Languedoc, la Languedoc. Et elle voulait réunir tous les patois. Et il y en a entre des pays de Savoie, entre la Savoie et la Haute-Savoie, ça en fait un paquet de patois différents. Elle voulait les réunir en une langue. D'une commune à l'autre. Elle n'a pas eu le temps de le faire. Voilà. D'accord. Mais voilà pourquoi on a créé aussi cette association Amélie Gex, parce qu'il nous semble que sur la littérature, la poésie, c'était aussi une républicaine. Elle était très engagée sur la condition féminine au 19e. Des ouvrières, tant des champs que des villes. Elle est en avance sur son temps. Elle est en avance sur son temps. Alors, comment va s'articuler un peu vos prises de parole, vos émissions? Vous allez avoir, donc c'est 2 fois par mois, on le rappelle, le vendredi à 11h en direct en studio. Comment ça va se passer? Comment est-ce que vous avez déjà organisé un petit peu le début de cette aventure qui s'arrêtera au mois d'août, puisque au mois d'août, on laisse nos animateurs et animatrices un peu en vacances, mais qui va redémarrer sur les chapeaux de roue en septembre. Absolument. Donc Guy, tu commences le 27 juin, c'est ça? C'est Guy alors le premier. On peut donner effectivement le thème de nos 2 premières premières émissions. Donc moi je commence le 27 juin, tu es sûr? Je crois que je suis très sûr. Le 27 juin à 11h, voilà. Donc ce sera... vous voyez bien que l'été nous est tombé dessus rapidement, il fait très chaud. Le lac a toujours eu son importance, tant à Radio Grand Lac que pour les Aixois et pour tous les habitants de cette agglomération autour du lac. Et donc j'ai cherché un petit peu ce qui pouvait nous rafraîchir. Et je vous emmènerai vous promener autour du lac. Voilà, on va partir d'Aix-les-Bains, on va faire le tour du lac par Saint-Innocent, l'abbaye d'Hautecombe, Bordeaux, on reviendra sur Aix. Mais on va faire des balades qu'ont fait les grands écrivains du 19e. Et qui ont aussi écrit sur ce lac, voilà, parce que le lac, on l'a adopté. Non, il n'y a pas que la Martine. Non, il y a malgré la beauté de son. Mais il faut sortir un petit peu, même si j'ai joué de la Martine à un moment donné. Mais il faut sortir de la Martine, même si on parlera de lui, mais il faut aussi parler de Stendhal, de Balzac, d'Alexandre Dumas, de Maupassant, de Georges Sand. Vous voyez que ça fait quand même ça fait du beau monde. Et avec ces personnes-là, on va faire les balades qu'ils ont faites. Et puis on parlera bien sûr de ce lac qui nous est si cher. Merci Guy. Et Sophie, toi alors? Le 11 juillet. Le 11 juillet, d'accord, ok, c'est le vendredi matin, d'accord. Rendez-vous avec Sandra et JP pour parler du Festival lyrique d'Aix-les-Bains. Nous t'interrogerons puisque tu es la présidente de ce festival, donc tu ne voulais pas être jugée partie, donc voilà, on t'interrogera et puis tu présenteras encore plus ton festival et peut-être qu'il y aura des invités avec toi. Absolument, il y aura Estelle Danvers qui est la directrice artistique et qui est également chorégraphe, donc qui nous concocte chaque année une programmation pleine de surprises et pleine de talent. Et Jean-François Vinciguerra sera peut-être présent avec nous. C'est pas sûr encore, mais
Eh ben, en tout cas, grâce à toi, Sophie, grâce à toi, Guy, la culture a encore de beaux jours devant elle à Radio Grand Lac. On rappelle encore une fois la très belle émission que nous avons eue, l'épicerie culturelle du territoire avec Anne Pia. Maintenant, on passe à la deuxième émission sur les cultures, les vibrations culturelles. Et vous allez nous faire vibrer donc 2 vendredis par mois à 11h en direct. Ça va bien matcher entre vous puisque vous connaissez depuis de longues années que c'est la culture qui vous lie. Et quand on est lié par la culture, on est lié par de belles valeurs qui ne s'effacent jamais, je pense. Excuse-moi Sophie, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de plus? Voilà, rien. Avec bonheur. Tu nous as fait vibrer. Absolument. Merci Guy, merci Sophie. C'était la numéro 0 de Vibration culturelle, la nouvelle émission dédiée à la culture et aux arts sur Radio Grand Lac. On va laisser la parole à Maxime dans quelques petites minutes. C'est une question de 3 minutes pour le dernier flash info local et la météo. On va vous souhaiter une bonne journée sur Radio Grand Lac. Bonne journée à l'ombre parce qu'il va faire très chaud sur notre territoire. Le lac va être envahi, mais on a la chance d'avoir le plus beau lac du monde avec nous. N'est-ce pas, messieurs, dames? Oui. Absolument. Vous en êtes d'accord? Une très belle journée à toutes et à tous avec beaucoup de bonheur. À très bientôt. Et on retrouve donc Guy le 27 juin pour cette tournée du lac avec des plus grands auteurs, des personnages parmi les plus grands auteurs de l'histoire de la littérature française. Puis Sophie, toi, on te retrouve le 11 juillet pour que tu viennes nous parler de ton bébé. Avec grand plaisir. Bonne journée à toutes et à tous. À très bientôt. À très bientôt.